Chers téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au plateau de l'émission Politis. Ce soir, je reçois après 2 ans le président du parti WIAM démocratique et social, M. Boïdjel El-Houmeid. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Président, pour commencer, nous allons commencer par le dialogue national inclusif dont vous faites partie. Quel est votre jugement personnel sur son déroulement dans sa globalité? Je vous remercie de m'avoir donné encore une fois cette occasion, comme vous dites. Et vous dire que, bon, j'ai l'expérience du dialogue de 2011 et j'ai vécu aussi ce dialogue actuellement qui se déroule. Je dois que sur le plan organisationnel, le dialogue de 2011 était mieux organisé. Ah bon? Oui, était mieux organisé. Les ateliers aussi, la présidence, et le niveau était beaucoup Plus à mon élevé. niveau plus élevé que celui-là. Ça, c'est la première impression que j'ai eue. Très bien. Et maintenant, sur le thème, c'est à peu près le même thème. Et j'espère que ça va très bien finir. Je l'espère. Du moment que c'est le même thème, pourquoi reprendre ce même thème? Nous avons repris parce que, comme je dis souvent, un dialogue entre une opposition et un pouvoir, une majorité, ça ne peut pas avoir lieu tous les jours parce que l'État évolue et il y a des problèmes qui se posent. Bon, sur le dialogue de 2011, il y a des thèmes sur lesquels nous étions d'accord, il y a d'autres sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et sur l'application même des textes, il y a des textes qui ont été pris et qui n'ont pas été appliqués. Il y a d'autres qui n'ont pas été pris encore. Je pense que c'était le premier thème de ce dialogue. Donc, terminer, appliquer les thèmes du dialogue de 2011 et en trouver d'autres. Évidemment, il y a des thèmes qui n'étaient pas dans le dialogue passé. Très bien. Le dialogue 2011, le nombre de cette année est beaucoup plus nombreux, c'est le double pratiquement. Oui, ça c'est le double. Et quand vous augmentez le nombre, certainement quand un parti doit amener une vingtaine ou une dizaine, c'est pas quand le parti doit amener une centaine. Quand c'est une dizaine, vous sélectionnez vos meilleurs cadres. Plus vous élargissez le nombre, plus vous avez des niveaux différents. Et comment vous évaluez le dialogue lui-même dans les ateliers? Comment ça se passe? Non, dans les ateliers, ça se passe très bien. Chacun parle à la demande. Bon. Nous constatons que cette année, la présidence de 2011, c'était présidée par 2 personnes, tous les ateliers, c'est-à-dire par, à l'époque, le représentant de l'opposition, c'était moi, et le ministre d'État à l'éducation pour la majorité. Cette fois-ci, vous avez plusieurs présidences d'ateliers. Bon, vous avez plusieurs présidences, vous avez plusieurs rapporteurs, vous avez plusieurs modérateurs, ce qui fait que la coordination de tout ça, ce n'est pas assez facile. C'est pas une simple affaire. Donc, comment ça va se passer? Non, ça va se passer très bien parce que ça va finir le mardi. Et à partir de ce moment, les superviseurs qui sont les présidents des partis et les présidents et les commissions techniques de l'opposition et de la majorité vont se retrouver pour faire une synthèse générale du travail. Très bien. Ce dialogue, Monsieur le Président, nous avons écouté, enfin, dit une déclaration du président de l'UFP qui dit le dialogue est une innovation dans la fraude. Que vous inspire cette phrase? C'est une innovation dans la fraude. C'est-à-dire? Ouais. Il a dit, je cite, le dialogue qui se déroule actuellement au Palais du Congrès constitue une innovation dans la fraude puisqu'il détourne
la volonté des personnes et détourne le dialogue qui n'est ni inclusif ni national. Ce sont les propos du président de l'IFP, Mohamed Boun. Bon, Mohamed Mouloud est en dehors du dialogue, il peut dire ce qu'il veut. Moi, je ne juge pas ce qu'il dit. Il est le seul responsable de ce qu'il dit. Oui, mais quand il dit que votre dialogue n'est ni inclusif ni national, que lui répondez-vous? Oui, mais ce n'est pas à moi de lui répondre. Bon, je comprends qu'ils disent ni inclusif parce qu'ils ne sont pas, ni national parce qu'à son avis, il n'y a pas de parti de l'opposition qu'on appelle radical. Oui, peut-être c'est ça, mais je n'ai pas interprété le point de vue de Mohamed Mouloud, qui par ailleurs est un ami, et je sais que c'est un politique, mais il est le seul à pouvoir expliquer ce qu'il dit. C'est pas ma version. Mais que lui répondez-vous? Non, je ne lui réponds pas, je dis simplement que pour moi c'est un dialogue où il y a eu ceux qui veulent participer, comme le dialogue passé, et que ça donnera des résultats. L'absence de l'opposition radicale que vous avez toujours aimé dire, jouera-t-elle sur ce dialogue national inclusif? Que j'ai toujours dit que cette opposition est radicale. Oui, elle se dit même radicale. Bon, elle peut-être ne se dit pas, mais moi, je pense que c'est une opposition radicale. Bon, par rapport à ce qui s'est passé, Mohamed Mouloud, l'IFP, à un certain moment, a eu un dialogue avec le président Mahamat, qui a eu ses résultats, que tout le monde a appliqué. Je pense que c'est un dialogue, le dialogue à l'époque entre deux. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis d'opposition. Je pense que c'est mieux du point de vue nombre que le dialogue de 2011. Maintenant, on attend les résultats pour savoir ce que ça va donner. Votre dernière question, c'était quoi? C'était cette opposition. Les FNDI, RFD et l'INAD n'ont pas participé à ce dialogue. Leur absence jouera-t-elle sur ce dialogue? Non, c'est des résultats, non, mais nous aurions souhaité à l'ouverture. Nous avons demandé à ce que ces partis puissent participer. Parce que certainement, s'ils avaient participé, ils allaient élever d'abord le niveau et ensuite apporter certainement des idées nouvelles que nous autres, nous n'avons pas. Malheureusement, les partis n'ont pas participé. Et moi, je le regrette. C'est tout. Avez-vous tenté de les convaincre à rejoindre ce dialogue? Non, j'avais tenté dans un premier temps. Je les ai vus tous. J'ai discuté avec eux. J'ai constaté qu'ils n'étaient pas très loin de ce que nous disions. Mais entre-temps, la majorité ou le ministre secrétaire général les a contactés et on les suivait. On était en train de les suivre, mais apparemment ça n'a pas marché. Moi, je suis sûr que si le pouvoir avait laissé ce qu'on appelle à l'époque la CAP, qui est devenue KIPAD, discuter avec, on pourrait certainement apporter quelque chose, les amener à discuter, à dialoguer. Pourquoi la KIPAD n'a pas pris l'initiative elle-même de convaincre les FNDU, les RP? Mais on a pris l'initiative, on les a vus, un à un, et on a discuté avec. Bon, ils attendaient qu'il y ait des propositions concrètes de notre part. Ensuite, le pouvoir nous a coupé, si vous voulez, l'herbe sur les pieds, en allant les voir directement, et le résultat est celui que vous connaissez. Quelle est la réponse de cette opposition? Sa réponse? Lorsque vous étiez allé les voir? Non, avec nous, c'était... Qu'est-ce qu'elle veut, cette opposition? Ce qu'elle veut. À l'époque, ce qu'elle voulait, c'est des assurances et tout. Que le pouvoir était sincère dans ce qu'il dit, et surtout, il posait le problème du troisième mandat, et à l'époque, nous leur avons dit que le président ne se présente pas. Qu'il me l'a dit moi personnellement. Maintenant, après, ils ont posé d'autres conditions. Avec le pouvoir, c'est le gouvernement de l'Union nationale et tout ça. Je crois que c'est ça leur différence. Très bien. Voilà. Dans le même sillage, le FND a rendu public hier un communiqué aussi, dans lequel il dit la Mauritanie aborde un virage dangereux suite à l'obstination du pouvoir à répéter un coup d'État contre la Constitution par le biais des propositions de son parti, du PR, au cours de son pseudo-dialogue et de manœuvres entreprises par son président au sujet du troisième mandat. Que vous inspire
ce communiqué? Certainement. Non, ça n'inspire rien du tout, ils l'ont toujours dit. Mais nous pensons que le président, s'il voulait faire un coup d'État encore, il allait le faire. Il a fait 2 ou 3 coups d'État. Et les gens l'ont applaudi. Mais je crois qu'actuellement, son problème, ce n'est pas le coup d'État. Non, coup d'État constitutionnel, il parle du troisième Oui, mandat. mais coup d'État constitutionnel, ce n'est pas un coup d'État. Lui-même, sa position est claire. Il m'a répété lundi qu'il ne se présente pas. Lors de votre dernière rencontre? Oui, qu'il ne se présente pas. Et donc... Il vous a rassuré quand même? Bon, moi, j'ai été rassuré parce que rien ne l'oblige à mentir. Il m'a dit ça plusieurs fois. Je ne lui ai jamais posé la question, Monsieur le Président, est-ce que vous vous présentez? Et c'est lui qui me l'a toujours dit. Il m'a toujours dit qu'il ne se présente pas. On n'a pas peur de moi. Donc s'il l'a dit, c'est qu'il en est convaincu. Et il me l'a répété aussi la dernière fois. Donc ce que les autres cherchent, c'est un prétexte pour ne pas aller au dialogue. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, Monsieur le Président, à poser à M. Mohamed Abdelaziz, président de la République, cette question? Allez-vous vous présenter? J'ai dit que je ne lui ai jamais posé la question. Mais vous venez de dire qu'il vous a... Il me l'a dit sans que je lui pose la question. Quand je suis venu le voir, il m'a dit, vous pensez que moi je ne le fais pas? Moi je ne lui ai jamais posé la question. Vous n'avez pas... Vous avez votre parti et celui de l'APP ont rendu public des déclarations dans lesquelles ils refutent les déclarations du ministre porte-parole du gouvernement sur le troisième mandat, c'est le premier exemple. Oui, moi je connais seulement ma déclaration, la déclaration de mon parti, qui a été très claire, que pour nous tout est discutable, même le problème du drapeau, le problème de l'hymne national, tout ça c'est discutable. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas discuter, c'est les articles qui sont verrouillés par la Constitution, par l'article 99. Donc, pour nous, cette question n'est pas discutable. Et c'est ça notre position. Et quelles sont les causes qui ont poussé votre parti à rendre publique cette communication? C'est parce que nous, on était allés au dialogue dans des conditions très claires. Nous avions un représentant dans la commission qui a fait et qui a travaillé sur la feuille de route. Ce thème n'y figurait pas. Et à un certain moment, l'IPR a fait un forcing avec une déclaration, et surtout des déclarations verbales de militants de ce parti qui sont connus, des députés, des élus et des responsables du parti, pour dire qu'il pose ce problème, qu'il faut que les articles soient déverrouillés. C'est ça qui nous a amenés à faire cette déclaration, pour dire que nous ne sommes pas d'accord pour ça. L'article 26 et 28. Les articles 26, 27, 3 et 28 et l'article 99. Ouais. Oui, mais ces articles sont verrouillés par l'article 99. Ils sont verrouillés par l'article 99, c'est ça. Donc pour nous, c'est des articles qui faut respecter la Constitution. Pour quelle raison? C'est parce que le président de la République, c'est lui qui doit les déverrouiller. Parce que c'est lui qui va convoquer le référendum. Et c'est lui qui promulgue les lois. Donc la Constitution lui interdit de les toucher, soit d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Et c'est pour cela que nous défendons la Constitution. Très bien. Donc, c'est-à-dire que le président de la République a réaffirmé ne pas avoir l'intention de briguer un troisième mandat. Une démarche prise en protestation contre les propos du porte-parole du gouvernement tenu la veille. Que vous inspire cette déclaration du porte-parole du gouvernement? Pour moi, un porte-parole du gouvernement ne devait pas être en contradiction avec le président de la République. Malheureusement, il a parlé de cette manière. Est-ce qu'il reçoit des ordres d'ailleurs? Mais il ne peut pas recevoir. Bon, le président m'a dit que
Il y a des gens qui ont pris des initiatives, ils sont libres de le faire. Mais en tout cas, moi je pense que le ministre de la Culture, qui est porte-parole du gouvernement, n'est pas un citoyen ordinaire. Et qu'il ne doit pas dire tout ce qu'il veut parce qu'il y a une solidarité gouvernementale. Et il engage le gouvernement quand il parle de cette manière-là. Vous avez dit ça au président de la République? Non, j'avais dit ça peut-être une autre fois quand ils ont parlé. Et cette fois-ci, on n'en a même pas discuté parce que ce n'était pas à l'ordre du jour. Il m'a dit tout simplement que lui, il ne se présente pas et l'essentiel pour moi c'est lui, c'est pas ce que disent les autres. Je dis tout simplement que les ministres sont solidaires et ceux qui ne sont pas chargés de dire quelque chose, ce que le porte-parole ne doit pas le dire. Très bien. Très bien. Monsieur le Président, lors de l'ouverture du dialogue, et après le discours de Balaz, vous avez eu à déclarer que vous allez répondre. Et ce n'est pas la place de répondre. L'avez-vous répondu, sincèrement? Je n'ai pas dit que je vais lui répondre. Je dis qu'il aura la réponse dans les appels. Est-ce qu'il a eu cette réponse? Il a eu cette réponse, pas de moi, mais tous les Mauritaniens nous ont répondu. Quelle était cette réponse? Mais c'est connu, les réponses par rapport aux idées qu'il a avancées. Que la Mauritanie d'abord est une Mauritanie indivisible. Et que à ce niveau, on ne doit pas être le porte-parole de revendications sectaires. Que ce soit pour les Négro-Africains, pour les Arabes ou pour... les Arabes, pour le moment, ce qu'on appelle les Maures noirs ou les Maures blancs, que c'est la même nationalité, les mêmes problèmes. C'est vrai que les Haratim sont certainement, comment on peut dire, le parent pauvre. Mais il y a aussi d'autres entités de ce pays qui ont des problèmes et que nous posons et que nous devons poser, mais ne pas prendre ça pour diviser le pays. Très bien. Monsieur le Président, vous avez déclaré une fois, je cite, la nomination du vice-président ne veut pas dire nécessairement l'attribution de cette fonction à des franges sociales ou ethniques en Mauritanie. Et vous avez demandé de dépasser certaines pratiques politiques en vigueur dans le pays qui risquent de devenir légitimes ou constitutionnelles, comme l'attribution du poste de Premier ministre aux habitants de l'Est, ou plus précisément aux gens du Hod Sharqi. C'est vrai. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire est très clair. Je l'ai dit parce qu'il y a dans le cahier numéro 1, certains ont posé le problème de la vice-présidence. Il faut qu'il y ait un vice-président en Mauritanie. D'abord, j'ai dit qu'un vice-président, il faut choisir la nature du régime que nous voulons. Le vice-président existe aux États-Unis, où il y a un régime présidentiel. Dans le système comme la Grande-Bretagne, où il y a un régime parlementaire, il n'y a pas de vice-président. Le responsable de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Le système français, qui est semi-présidentiel, que nous adoptons, il n'y a pas de vice-président. Il y a un Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Et le président de la République peut dissoudre l'Assemblée, c'est pourquoi c'est un régime semi-présidentiel. Et s'il y a un vice-président là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a aucun rôle, l'autre a un rôle constitutionnel. Et en cas d'absence du président, c'est le Premier ministre. Si c'est une absence dans le cadre du travail qui n'est pas définitif, ce n'est pas un empêchement, c'est le Premier ministre qui assure l'intérim. Et quand c'est un empêchement définitif, c'était le Sénat. Aujourd'hui, que la Constitution, que le Sénat doit être supprimé, c'est le président de l'Assemblée qui doit assurer l'intérim. Pourquoi? Parce que certains parlent de Premier ministre. Le Premier ministre, c'est l'exécutif. S'il assure l'intérim et qu'il se présente, toute l'administration va voter pour lui. Il va utiliser toute l'administration contre le reste. Si c'est un président du Conseil constitutionnel, on ne peut pas être juge parti, parce que c'est lui qui va se prononcer.
Or, le président de l'Assemblée nationale, il est au pouvoir législatif et il n'a aucun rôle en tant que président de l'Assemblée nationale. Il est élu par les députés qui sont élus par le peuple mauritanien et donc il a assez d'intérim pour une période déterminée. Dans certains pays, c'est 45 jours, d'autres c'est 60. C'est-à-dire, c'est à la Constitution de définir, mais pour nous, un vice-président n'a pas sa raison d'être. Et c'est ça qui m'a amené à parler. Bon, et j'ai dit, je constate ici qu'il y a des franges de la population qui défendent le vice-président. Il ne faut pas que les gens croient que s'il y a un vice-président demain, qu'il sera pour les négro-africains, pour les haratines, comme moi je dis les morts noirs, ou pour les griots, ou pour les forgerons. C'est un vice-président de la Mauritanie, mais pour le faire, il faut changer de régime et aller vers un régime présidentiel. Et ceci m'a amené à parler du Premier ministre. Ce n'est pas un problème de personne, parce que certains ont dû croire que c'est l'on dit que c'est un problème de l'actuel. Beaucoup d'angles. Oui, l'actuel Premier ministre, l'ancien Premier ministre. J'ai dit, ces deux-là sont mes amis. Et ce n'est pas contre eux, comme d'ailleurs tous les premiers ministres qui les ont précédés, c'est mes amis. Mais moi, je pose un problème de principe. On ne doit pas, le président de la République est élu par le peuple mauritanien. Il choisira le premier ministre qu'il veut, qui n'est pas élu. Mais il peut le choisir de toutes les régions. Il ne faut pas. Vous pensez que le est content de ça? Même le Hawd qui est à côté, ils ont le droit à avoir un premier ministre. La Saba en a droit. Toutes les régions du pays en ont droit. Mais qu'il soit compétent et qu'il soit aussi dans la ligne du président qui a été élu. Mais il ne faut pas que la tradition, parce que vous savez, la tradition, ça peut devenir une nation. Si aujourd'hui, vous qui êtes à la presse, je constate que dès que vous parlez d'un éventuel remaniement ministériel où le Premier ministre est partant, vous ne prenez le Premier ministre que du Hawd Sharq. Donc c'est devenu dans l'esprit des gens. Il faut que ça change. Et c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai vu le Premier ministre, j'ai discuté avec lui. Il n'en fait pas un problème. Il dit que c'est normal. J'ai vu l'ancien Premier ministre Moulay. J'ai discuté avec lui. C'est la même chose. Et je pense que il faut poser ce problème. Et il faut qu'on puisse le dépasser. Oui, mais ces propos ont provoqué un tollé. On fait couler beaucoup d'encre et disent même que vous devez vous excuser. Jamais je ne m'excuserai, parce que ce que j'ai dit, c'est ma conviction. Et je ne m'excuserai pas pour ça, mais j'ai expliqué aux gens qui ont compris. Et même ceux qui sont venus voir les cadres de l'Est, ils leur ont dit, mais ça, il n'y a rien là-dedans. Et je peux vous citer le nom. Et je leur ai dit que j'ai plus d'amis politiques parmi les cadres de l'Est que les cadres du Trarza. C'est ce que les gens croient. Et quand au palais de congrès, des cadres du Trarza sont venus me dire on va te soutenir, je leur ai dit que je n'ai pas besoin de leur soutien. Que ce que je dis, je l'assume et je suis en mesure de me défendre. Donc, c'est contre personne ce que je dis. C'est ma conviction. Très bien. Donc, Monsieur le Président, parlons maintenant de la CAP. Où en est-on de la CAP? Ou la KIPAD. Bon, donc c'est devenu KIPAD. D'abord, pourquoi KIPAD? Non, après les élections présidentielles, où vous savez, on n'était pas unis. Moi, je suis parti aux élections. Les deux autres partis ne sont pas allés. APP et Sawar. Les Sawar ne sont pas partis là-dedans. Il y avait des problèmes. On s'est retrouvés. On a fait une nouvelle charte et on était d'accord là-dessus. On a changé le nom pour y mettre l'unité et la démocratie un peu. Coalition d'unité. Ouais. Donc c'est ça la raison. Bon, pour le moment, ça existe, mais nous vivons une crise parce que Sawab n'a pas voulu participer au dialogue. Et il y a des points qui n'ont pas été coordonnés entre nous et l'APP, c'est pourquoi nous sommes divergents sur une question, c'est celle des articles verrouillés. Et ils veulent le déverrouillage, nous sommes contre le déverrouillage.
c'est tout. Donc c'est Sawab qui veut le déverrouillage de ces... Non, c'est pas Sawab, c'est l'APP. APP. Sawab n'a même pas participé au dialogue. Pourquoi Sawab n'a pas participé au dialogue? Non, parce que simplement, ils avaient la présidence de la KIPAD. Ils n'ont pas pu nous réunir pour trouver une solution. Certainement, ils étaient en contact avec ce qu'on appelle, nous, l'opposition radicale. Ah bon? Moi, je pense que moi, en tout cas, nous sommes d'abord une opposition responsable et nous disons aussi une opposition républicaine. Donc, c'est ça la différence. Vous insistez sur le terme radical d'opposition. Bon, radical parce que c'est des radicaux par rapport à nous. À vous? Parce que nous pensons au pouvoir. Oui, par rapport au pouvoir. Bon, quand on reconnaît un pouvoir, il faut discuter avec. Je pense que c'est ça la différence. Vous voyez ce qui se passe ailleurs. Dans les autres pays, vous voyez ce qui se passe quand il y a une opposition qui reconnaît le pouvoir en place, il y a des discussions. C'est des problèmes qui concernent les pays, c'est des problèmes nationaux, et c'est ça que nous avons adopté. Donc Sawab risque de quitter la KIPAD? Non, ne quittera jamais la KIPAD, non. Du moins qu'il était en contact avec les FND. Non, c'est parce qu'ils ne rejoindront jamais, de mon point de vue, l'opposition radicale. Ils seront toujours dans la KIPAD. Dès qu'on termine, on se retrouvera. Et certainement d'autres partis vont s'ajouter à nous. Comme qui, par exemple? Non. Vous avez des contacts? Non, je ne dirai pas le nom, mais il y aura d'autres partis. Non, on préfère que le scoop soit en premier lieu à l'Ouattania TV. C'est sûr, oui. Donc, oui. Parce que vous êtes plus sympathique que les autres chaînes. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est un compliment. Qui provoque les hommes politiques. Non, c'est pas bon. Donc, M. Boydje, lors de l'une de vos rencontres avec Mohamed Abdelaziz, les médias ont fait circuler que le président vous a demandé de rapprocher les protagonistes politiques et maximiser les chances de réussite du dialogue. Est-ce que c'est vrai? Non, le président ne m'a jamais demandé de toucher les autres partenaires, les autres partis politiques. À l'époque, quand il nous a reçus, c'est nous qui lui avons demandé de suspendre le dialogue pour nous permettre de toucher les autres, et il a accepté. Et nous avons fait, avec Abdel une déclaration à la sortie de la COP. C'est la seule fois, et c'est nous qui avons demandé, mais il ne nous a jamais demandé de toucher les autres partis. Jamais. Dans le même cadre, il paraît que le président du Flamme, Samba Cham, a été reçu aujourd'hui par le président de la République. Êtes-vous au courant de cette affaire? J'ai vu dans la presse. J'ai vu certainement dans la presse. Que vous inspirent les autorisations données par le ministère de l'Intérieur à deux partis politiques, celui de Bat Louatani, de Daoud Ahmed Aïche et de Luleit Saad Luleit? Ce n'est pas la même chose. Luleit, c'est un homme politique qui a autour de lui tous les Mauritaniens. Enfin, je veux dire, ce que interdit la loi, il ne le fait pas. Bon, je ne pense pas qu'il cherche à diviser le pays. Par contre, l'autre parti, les jeunes, qui est très sympathique d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que j'ai entendu dire une fois, rien ne les différencie des autres partis qui divisent le pays. Parce que non seulement lui ne parle pas au nom des Arabes, il parle au nom des Arabes dans le sens ancien, c'est-à-dire les Arabes Zouaï, etc., qui veulent avoir un parti des guerriers. Et je crois que c'est assez grave s'il continue à faire ça, et que dans son parti il n'y a que des guerriers. Je pense qu'on ne devait pas l'accepter. Si par contre il a changé, que dans son parti il y a tout le monde, je pense que c'est un citoyen qui a le droit de le faire. Mais en tout cas, selon ce qu'il disait, ce n'est pas acceptable. Donc qu'attend-on si on l'autorise lui,
alors qu'il continue à dire ce langage, il faut autoriser les autres. Comme qui, par exemple? Les autres. Donc, vous faites... Donc, continuons maintenant, mais parlons un peu du parti lui-même. Ne pas... Bon, parlez-nous de votre parti, où est-il, avec ses déclarations, le dialogue actuellement, ses prochaines assises, ses congrès, et ainsi de suite. Oui, nous avons fait un congrès à la veille des élections présidentielles passées. Un conseil national en est sorti. Je crois qu'on doit se réunir en conseil national d'abord pour renouveler le bureau exécutif et ensuite faire de l'implantation pour un prochain congrès. Bon, le parti se porte bien, c'est un parti qui est présent au Parlement, avec 10 députés. Nous avons plus de 12 maires dans le pays et plus de 500 conseillers. Je pense que pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Très bien. Donc, vous avez été surpris une fois lors de la démission du maire de l'UIAM de Rosso. Pourquoi étiez-vous surpris? Non, je n'ai jamais été surpris parce qu'il n'a pas démissionné. Ouais, en fin de compte, il n'a pas démissionné. Non, il n'avait pas démissionné et je n'ai pas été surpris. Tout ce qui a été dit dans le meeting de Rosso était concerté. Lui, il a voulu démissionner sincèrement. Moi, je suis parti, il est venu me voir ici, je l'ai convaincu de ne pas démissionner. Et qui s'y tient à démissionner? Parce que ses conseillers l'ont déjà décidé, il n'a qu'à démissionner à son parti. Et le parti négociera pour trouver une solution. Bon, certains n'étaient pas convaincus. J'ai envoyé à l'époque le vice-président, Idoumou Abdul-Jimid, qui a discuté avec eux, il les a convaincus. Et la démission, ce n'était pas... C'était une démission qu'ils ont faite pour leur parti. C'était pour le parti. Ce n'était pas pour le pouvoir, pour le ministère de l'Intérieur. Et nous, on a gardé, le bureau exécutif s'est réuni et a décidé de ne pas accepter la démission. Mais je n'ai pas été surpris. Les gens m'ont vu me lever, mais je n'étais pas surpris. C'est parce qu'il y a un brouhaha et les gens n'étaient pas d'accord pour sa démission. C'était pour calmer les gens et leur dire que le parti, que lui, il a remis sa démission au parti, il m'a remis les enveloppes, il y a la démission individuelle, et que le bureau exécutif va réunir pour en discuter, accepter ou ne pas accepter, et nous n'avons pas accepté. Donc, malheureusement, les gens n'ont pas bien compris. J'ai vu certains disent que j'ai été surpris. Non, je n'ai pas été surpris, parce que tout ce qui a été dit là-bas a été arrêté à l'avance. Oui, mais le maire devait démissionner de son poste en tant que maire, non? Non. Il a démissionné, mais pour son parti. Il a démissionné pour le parti. Parce que vous savez, avec le dernier dialogue, les maires, les élus, qu'ils soient députés, maires ou conseillers, c'est une liste du parti. C'est ça que il n'y a plus de possibilité il n'y avait plus de possibilité de se présenter en indépendant. Donc c'est un parti qui vous présente. Donc vous êtes conseiller du parti. Et si vous devez démissionner, vous démissionnez d'abord auprès de votre parti. C'est ce que nous avons expliqué à l'époque aux conseillers de Rosso, qui ont très bien saisi et qui ont décidé de démissionner à leur parti. Donc selon il paraît qu'il avait des problèmes avec le Wali et l'administration. Non, il ne paraît pas, il avait des problèmes. Il avait des problèmes, il était bloqué d'ailleurs. Il avait des problèmes, oui, il était bloqué. Expliquez-nous exactement, parce que les gens jusqu'à présent ne comprennent pas. Ils pensaient que le maire allait démissionner de son poste en tant que maire. Donc, Monsieur le Président, nous vous prions de nous expliquer exactement ce qui s'est passé à Rosso. C'est ce que je viens de vous expliquer. Oui. Moi, je vous ai expliqué que le maire n'a jamais démissionné de son poste. S'il avait démissionné directement... Il allait. Non, s'il avait décidé, comme il voulait, de démissionner, aller remettre la démission au Wali, ce sera une démission administrative. À l'administration d'accepter ou de refuser. Mais nous l'avons convaincu
de ne pas démissionner à l'administration, de démissionner pour son parti. Et le parti n'a pas accepté. C'est tout. Et finalement, il y a eu discussion et son problème a été résolu. Il a réuni son conseil d'administration, maintenant son conseil municipal. Et sur la session budgétaire qu'il n'arrivait pas à réunir, ils ont pris une décision et puis c'est tout. Ah, vous avez eu à rencontrer le président de la République pour régler cette affaire? J'ai rencontré tout le monde, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Et le président du Sénat aussi? Non, le président du Sénat, je ne l'ai jamais rencontré. Qu'est-ce qu'il a à voir avec? Oui, c'est ça. Il n'a rien à voir avec. C'est un antagoniste, c'est-à-dire un concurrent sur le terrain. Donc, si je le vois, c'est pour une réconciliation peut-être sur place. Mais pas. On s'est vu une fois chez le Premier ministre qui cherchait à trouver une solution de compromis. Exactement. Non, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu, mais non, on ne l'a pas vu. Non. Très bien. Donc, revenons un peu en arrière, Monsieur le Président, pour parler un peu du dernier document présenté au dialogue par l'UPR. Que vous inspire ce document? Non, je pense que ce document n'avait rien à faire et que ce n'était pas à faire parce que nous, d'abord, on est resté 2 ou 3 mois en train de nous réunir dans le cadre d'une commission technique où l'UPR était représenté 2 fois parce qu'il y avait le gouvernement et il y avait le parti UPR. Et ils ont amené d'autres propositions qui ont été adoptées. Et donc ils devaient se suffire de ça. Maintenant, ils ont amené autre chose et ça n'a fait que créer une certaine pagaille. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les partis font des propositions, amènent des propositions qui n'étaient pas dans le cadre de la feuille de route que nous avons adoptée tous. Donc, vous n'avez pas été... le document ne vous a pas été soumis, par exemple? Non, pas du tout. Ceux qui l'ont eu, ils l'ont eu là-bas. Au dialogue? Dans les ateliers. Ça a été distribué dans les ateliers. Très bien. Revenons un peu à... votre déclaration. Vous avez écrit que l'UPR a demandé un 3e mandat pour le président de la République pour contrebalancer la demande de l'APP pour la limite d'âge. Oui. Ça, nous l'avons dit. Parce qu'au départ, au début, ce qu'ils disaient dans les ateliers, qu'ils ont fait cette proposition parce que l'APP a fait une proposition concernant un article qui est parmi les articles verrouillés. Et qu'ils ont fait cette proposition parce que l'article qu'ils citent est aussi verrouillé. Donc ils disaient dans un premier temps, si l'APP retire cet article, nous allons retirer notre acte. De toute façon, nous sommes contre les deux. Mais je trouve que ce n'est pas la même chose parce que l'APP avait bien discuté dans le cadre de la feuille de route et ça a été accepté que ça soit dans l'ordre du jour ou dans la feuille de route. C'est ça la différence. Mais eux, ils n'ont pas fait la proposition à l'époque et ils ont posé pour dire au contraire. Je crois qu'en politique, ce n'est pas bon pour un grand parti qui est majoritaire de dire j'ai fait parce que tel parti a fait. Il fallait le poser à temps ou ne pas le poser. Mais vous êtes libre d'autres contre, comme nous, que cet article passe ou de l'accepter. Mais en tout cas, pour nous, nous sommes contre. Donc les 2 propositions ne figuraient pas sur les premières propositions de... Non, j'ai dit que la proposition de l'APP figurait bien dans la feuille de route. Donc peut-être accepter ceci. Non, pas par nous en tout cas. Non, donc si la majorité accepte, vous n'aviez qu'à accepter. Non, là-bas, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité. Quand c'est un dialogue politique, c'est des compromis. S'il n'y a pas de compromis, il ne peut pas être accepté. On ne calcule pas, vous avez 2 partis, vous avez 3, non. Non. Si c'est ça le principe,
on n'allait pas dialoguer parce que l'UPR est majoritaire. Et on n'avait pas dialogué. Le dialogue, c'est pour trouver des compromis sur certaines questions. Il y a des questions importantes sur lesquelles on ne peut pas nous accepter des compromis. Pouvez-vous nous citer les points les plus importants dans ce dialogue? Tous les points sont importants. Tous les points sont importants. Il n'y a pas un point là-bas qui n'est pas important, que ce soit sur l'unité nationale, que ce soit sur l'institution démocratique, que ce soit sur l'égalité, que ce soit sur la démocratie elle-même, sur le mode d'élection, la CNI, tout ça est important. Et concernant la Constitution, êtes-vous pour l'ajout de quelques amendements à l'institution, par exemple, concernant le drapeau, l'emblème national, l'hymne national? Que dit l'UIAM dans tout ça? L'UIAM, au départ, était contre toute modification de la Constitution. Mais le dialogue passé, nous avons fait des modifications de la Constitution. Le dialogue passé. Donc, au départ, nous étions contre toute modification. Nous avons accepté de modifier le Sénat. Parce que même avant qu'on en parle, je me rappelle dans une émission, mais je ne sais pas si c'est chez vous, ou ailleurs, j'avais traité le Sénat à l'époque de Bzazil Largil, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'était chez vous. Pour moi, c'est une conviction parce que, d'abord, entre leur rapport avec l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui prime. Parce que quand l'Assemblée nationale accepte une loi et qu'il refuse, il retourne en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée l'adopte, il passe. Donc en réalité, le rôle n'est pas si important que ça. Et il coûte cher à l'État. Donc pour moi, la modification du Sénat et pour mon parti, nous sommes d'accord là-dessus. Et pour le drapeau national? Pour le drapeau, on ne voulait pas de changement là-dedans, mais la dernière fois, quand j'ai vu le président, il m'a convaincu. En disant d'abord que ce qu'il ajoute, c'est quoi? C'est deux bandes. La bande d'en haut, c'est pour les Mauritaniens qui se sont sacrifiés dans le passé. Les martyrs. Les martyrs pour le pays. Et que la bande d'en bas, c'est une manière de dire qu'il y a des Mauritaniens aussi qui sont prêts à se sacrifier à l'avenir pour leur pays. Et que le vert et le croissant ne changent pas. Vous avez été convaincu? Oui, j'ai été convaincu. Et j'ai été convaincu par l'hymne, parce qu'il y a des vers qu'il faut changer, qui sont impersonnels, qui à l'époque ont un rôle qu'on n'y voit aucun engagement de la nation et tout ça. C'est des vers, me dit-on, qui peuvent être adoptés par n'importe quel pays islamique comme hymne national. Donc il faut singulariser un peu la Mauritanie dans ce thème. Et là, vous voulez un hymne national émotionnel? Non, pas émotionnel, c'est tout. C'est qu'on parle de la nation, on parle du patriotisme, ainsi de suite. Non, l'émotion, c'est très mauvais. L'État n'est pas émotionnel. Pas de sentiment quand il s'agit de l'État. C'est très grave. Non, parce que j'ai eu à écouter dans l'une des ateliers que l'hymne national actuel, n'est pas émotionnel. Mais ces deux vers pourtant ne changent pas dans la proposition qui est faite. Ouais. Ces deux vers ne changent pas. Mais il y a les autres qui doivent changer. Donc il y a autre chose que moi j'ajoute qui doit changer. C'est la devise. La devise doit être plus engagée. Honneur, fraternité, justice. Moi je pense qu'il faut mettre quelque chose qui veut dire l'égalité. Par exemple, égalité, unité, justice. C'est plus engageant. D'abord, il faut que les Mauritaniens soient égaux tous pour aller à l'unité. Parce que si on n'est pas égaux, on ne peut pas aller à l'unité. Et ensuite, l'unité et la justice. Donc, ça, je trouve que c'est plus engagé, ça a plus de sens que honneur, fraternité, justice.
Mais c'est pas mal quand même, Hein? c'est très bon. C'est pas mal, l'honneur c'est très bon, mais La fraternité, la justice. fraternité, bon. Fraternité entre tous les On peut Mauritaniens, être noirs, fraternel dans l'illégalité. On peut être des frères dans l'inégalité. Oui. Être fraternel, c'est vraiment, c'est tout cœur. Oui, Hein? c'est des sentiments, quoi. Et voilà. L'État, il n'y a pas de sentiments. Bien pensé quand même. Donc, si vous voulez changer cela, tout Ouais. cela. En tout tout cas, est moi, je évolué. pense que la fraternité, bon, ça existe entre les Mauritaniens, mais la devise, quand on parle de l'État, on parle des choses qui engagent, qui unissent ce pays. Bon, la fraternité, c'est très bien. Très bien. Donc, on va passer au sujet esclavage en Mauritanie. Mhm. Écoutant les discussions dans les différents ateliers du dialogue, les gens confirment qu'il y a bien esclavage. Que dit le président Boïdjen, bien sûr en Mauritanie, et que dit son parti de cette situation? Mon parti a toujours dit que l'esclavage juridique légal n'existe plus en Mauritanie. C'est comme beaucoup de choses qui sont interdites par le Coran, qui sont interdites par la Constitution et continuent à être pratiquées. Juridiquement, il n'y a plus d'esclavage en Mauritanie parce que la Constitution l'interdit, les lois l'interdisent, et dans la pratique, certainement, il y a des pratiques encore, mais c'est des pratiques qui sont cachées. C'est parce que d'abord, celui qui pratique l'esclavage en Mauritanie et celui qui a servi, il le cache. Mais quand l'esclavage dit celui-là est mon maître et il continue à me servir, la police va le prendre et va le libérer. Et l'esclave qui le fait en cachette, qui dit ça c'est ma servante devant tout le monde, il sera emprisonné. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est de convaincre les uns et les autres que l'esclavage n'existe pas en Mauritanie et que ce n'est pas dans l'intérêt de ce pays. C'est ça Oui, mais les gens disent que ce n'est que du noir sur papier. Mais ce n'est pas du noir seulement. Moi, je connais des gens qui, à l'époque, qui étaient esclaves et qui ont été libérés par l'État, par la gendarmerie, par la police. Et c'est tous les jours, même du temps de Mokhtar. Donc, l'esclavage, il y a eu beaucoup de... ça a fait couler beaucoup de salive. Mais aujourd'hui, l'esclavage tel que c'était connu en Mauritanie n'existe plus. Qu'il y a des gens qui pratiquent ça en clandestinité, c'est très bien, c'est vrai, ça existe. Mais c'est à tout le monde, aussi bien les anciens esclaves que les maîtres d'esclaves, que les marabouts, doivent dénoncer ça et ne doivent pas l'accepter dans l'intérêt du pays. Donc, qu'est-ce qui fait courir ces activistes qui ne cessent de crier esclavage et font même incriminer quelques pays comme la France? Des pays qui soutiennent la Mauritanie disent qu'eux aussi soutiennent l'esclavage. Que les répondrez-vous? Bon, moi je sais que la colonisation en Mauritanie n'a pas voulu changer, n'a pas voulu abolir l'esclavage, comme ils l'ont fait chez eux en 1848, quand Victor cherchait à abolir l'esclavage. Et quand on voit les écrits administratifs, bon, ils ne veulent pas déranger la société, donc il faut dire qu'ils sont complices. Mais à chaque fois qu'un problème s'est posé, même du temps de la colonisation, et quand vous lisez les archives, ils se sont levés. C'est pourquoi il y a eu des villages à l'époque qu'on appelle des villages Djambour. Je pense que vous connaissez bien Djambour. C'était Mbout, c'était Kifa, c'était un peu partout. Des villages qui ont été créés où on amène les anciens esclaves pour qu'ils soient libres. Donc, et l'administration de l'époque, il y a eu des circulaires du temps de Mokhtar pour dire que l'esclavage
est aboli, qu'elle ne doit pas être pratiquée. Et je peux vous donner des exemples d'esclaves entiers qui ont été libérés de cette période parce qu'il y a eu des discussions, il y a eu des problèmes, où il y a eu un tribunal. Et à chaque fois, l'État les libère. Bon. C'est vrai. Ça, c'est depuis Mokhtar Dada. Oui, c'est vrai. Il y a des circulaires signés par Maloum Ibrahim Rahmou. Ouais. Il y a eu beaucoup d'exemples. Évidemment, après, il y a eu le mouvement Al-Har qui a posé ce problème d'une manière jamais connue dans ce pays, avec des manifestations, avec des tracts. Ils ont été arrêtés et à l'époque, Idala a pris la décision d'abolir l'esclavage. En 81. En 81. Très bien. Et ça a continué. Donc aujourd'hui, l'État dit qu'il va lutter contre les séquelles de l'esclavage. Mais il ne cite jamais, on lutte contre l'esclavage. Oui, parce que pour l'État, il y a une légalité, il y a des lois. L'État, quand il a aboli, ne peut pas reconnaître qu'il y a l'esclavage encore. Il y a des séquelles pour l'État et il va lutter contre. Okay. Donc pour vous, M. Boydjel, ce qu'il y a de l'esclavage, c'est caché. Oui, c'est comme si fumer de la drogue ou... Oui, c'est comme la drogue, c'est comme le vol. Dans d'autres pratiques. C'est comme le vol, tu sais, le vol est interdit. Mais toutes les nuits, il y a des vols, l'alcool c'est interdit, mais il y a des gens qui continuent à le consommer. Dommage. Donc parlons un peu de cette institution Tadamoun. Tadamoun. Oui. Donc elle est conçue pour un peu... Oui, Tadamoun, il y a eu une résolution du dialogue de 2011 où nous avons demandé une institution spécialisée pour aider les anciens esclaves à surtout d'abord à s'auto-dépenser, c'est-à-dire à s'autofinancer pour leur permettre d'avoir des activités, surtout dans le domaine rural où ils sont. Malheureusement, dès sa création, on y a ajouté autre chose. Et, il y a certainement des insuffisances dans l'action elle-même, mais l'idée elle-même était bonne. Donc, est-ce que cette institution joue actuellement son rôle comme il faut? En tout cas, moi je suis maire d'une commune. Voilà. Où il y a beaucoup de haratis, mais je n'ai jamais vu l'agence Tadamoun. Je ne peux parler que de ça. C'est-à-dire donc, ne joue pas son rôle comme voilà. En tout cas, nous, en Diago, qui est une très grande commune, à Kermassène, qui est une grande commune, à Rosso aussi, c'est des communes qui sont contrôlées par l'UA, les 3 communes. Mais on ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais parlé d'une action de l'agence Tadamoun. Je ne sais pas s'ils font ailleurs. Par exemple, à Kermassène, il y a 3 communes, nous avons les 2. Je ne sais pas s'ils ont une action en Balad parce que c'est une commune de l'IPR. Et s'ils le font comme ça, c'est extrêmement grave. Parce que c'est une agence qui a été créée pour la Mauritanie. Et pour les gens faibles, et pour surtout aider cette communauté-là qui a beaucoup de problèmes sur tous les plans et qui est encore faible et qu'il faut aider. Je crois que c'est pour ça que cela a été créé. Ce qui nous amène à parler de l'école. L'école, comme vous le savez, peut aider à la lutte contre les séquelles de l'esclavage et l'apprentissage des enfants. Que préconisez-vous pour la Mauritanie? Une école républicaine? C'est une école républicaine parce que je sais que d'abord dans ma commune, la commune d'Indiagou, vous avez 17 écoles, même 18, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Les gens se sont toujours débrouillés à construire eux-mêmes des écoles. L'État ne fait qu'envoyer des enseignants et des tables bancs peut-être.
parfois, même parfois, il n'y a pas de tableau. Et je crois que le meilleur moyen de lutter contre les séquelles de l'esclavage, pour une Mauritanie juste, une Mauritanie où chacun a ses droits, parce que quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas les défendre. Il faut aider les gens. Et je crois que bon, en quantité, ça a très bien augmenté. Ça a été multiplié, je ne sais pas par combien, peut-être par 100. Le nombre d'écoles, le nombre d'élèves et tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. S'agissant des enseignants qui sont qualifiés et améliorer un peu leur situation. La situation des écoles. Et des enseignants aussi. Et des enseignants, évidemment, les enseignants, il faut les former. Et créer, et moi j'ai dit toujours comme exemple ce qui se passe ici, à Nouakchott. Vous savez, à Nouakchott, vous circulez à midi, ici à Tefrazaina, où j'habite, vous ne voyez descendre de l'école que les fils des gardiens. Vous ne voyez que les fils des gardiens. Les autres sont dans les écoles privées, ils partent dans des voitures. Mais vous ne voyez se bagarrer dans la rue ou sortir de l'école où il y a allé que les fils des gardiens de Tefrazaina. Et ça, c'est valable partout. Je pense que l'enseignement d'abord doit servir à unir le peuple mauritanien. Vous savez, à l'époque, quand il y a des internats, c'était très bien parce que les gens se connaissent dans les écoles, grandissent ensemble, ils vont dans l'administration ensemble, ils se connaissent déjà. C'était de notre temps. Et moi, en tout cas, je me félicite de ce qui se passe actuellement à Ndiago parce que nous avons la marine qui finance un demi-pensionnat pour les élèves du collège. Donc, les campements, les environs, vous savez, le village d'Indiago, on n'avait que les Wolofs. Mais les Maures, qu'ils soient Maures ou Noirs ou Blancs, sont tout autour. Et donc, ils viennent pour apprendre et en général, le soir, ils descendent pour aller chez eux. Mais la marine nous a aidés à créer un pensionnat et les élèves sont presque demi-pensionnaires. Ils passent la journée et le soir, à la descente, ils rentrent chez eux. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et ça permet aux gens de se retrouver et de se connaître. Et que pensez-vous de cette prolifération d'écoles privées dans ce pays? Non, je pense que c'est pas une bonne chose. Donc il faut si les gens avaient des... Parce que dans les écoles publiques, vous y trouvez des classes où il y a plus de 100. Comment 100 peuvent étudier dans une classe? Dans les écoles privées, au moyen, vous avez des classes de 20, de 10 même, de 15. Et je pense que les gens, les élèves étudient bien. Et il y a des Mauritaniens qui n'ont pas les moyens d'enseigner dans les écoles privées, mais qui font tout pour y aller. Parce qu'ils savent que le public est difficile. Parce que d'abord, les enseignants sont ailleurs. Certainement, ils donnent des cours. Ils donnent des cours dans les écoles privées tous. En tout cas, les bons enseignants. Et donc, l'école publique doit être améliorée, de mon point de vue. Donc, quelle solution préconisez-vous? Bon, d'abord, je ne suis pas enseignant. Non, tant qu'homme politique, tant qu'homme politique, c'est que je veux que les gens prennent des dispositions pour limiter le nombre d'élèves dans les classes, motiver les enseignants en leur donnant de grands salaires pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller enseigner ailleurs. Et ensuite, créer l'internat dans le secondaire. Très bien. Donc on arrive à terme de notre émission, Monsieur le Président, mais avant de terminer, je vous poserai la question. Vous avez dit lors d'un entretien avec une chaîne de télévision en arabe que la hausse du chômage en Mauritanie est une preuve de l'échec de la politique économique du gouvernement. Que voulez-vous dire par là? Oui, ce que je veux dire, c'est clair, parce qu'il faut une politique de grands travaux pour absorber le chômage. Il ne faut pas, et il faut développer le secondaire. Il faut développer le secondaire pour créer des industries, pour que les gens puissent travailler. En Mauritanie, vous savez, nous avons des terres agricoles, et c'est là où on peut employer beaucoup de gens. Actuellement, la riziculture
Si vous venez en novembre, décembre, vous avez des milliers de travailleurs journaliers et des travailleurs à la main-d'œuvre qui sont des étrangers. Les Mauritaniens ne connaissent pas ce travail et ne veulent pas le faire. Dans un pays comme le nôtre, normalement, on doit encourager ces gens à pouvoir faire ce travail-là. La pêche aussi, vous savez, la pêche, il y a beaucoup d'étrangers là-dedans. Il y a des Mauritaniens qui sont obligés d'aller chercher ailleurs des gens, surtout la pêche artisanale, pour les utiliser parce que les Mauritaniens ne le font pas en grande partie. Il faut aussi que l'État, bon, je sais qu'il y a des efforts, il y a des routes, il y a des ports, surtout le port de Ndiago actuellement, et il faut une politique de grands travaux pour utiliser tout le monde, pour créer du travail. Mais il ne faut pas que l'État, aujourd'hui, on forme beaucoup de cadres, vous avez beaucoup de maîtrisards, vous avez beaucoup de docteurs même, qui chôment. Parce que le secteur tertiaire, on a essayé surtout de créer à ce que les gens partent dans le secteur tertiaire parce que c'est un travail qui n'est pas difficile, qui ne demande pas d'effort physique et c'est le mieux payé. Mais si aujourd'hui les journaliers, les travailleurs de la main dont nous avons besoin ont des grands salaires, comme ceux qui sont dans les bureaux, tout le monde doit accepter d'aller faire ce travail. Et je crois que c'est là que l'État doit se tourner pour amener les Mauritaniens à aimer le travail et à accepter le travail. Très bien. Monsieur le Président, c'est la fin de cette édition. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir suivi cette émission et merci grandement au Président Boïdjel, le président de l'UR. Merci beaucoup. Merci.